Alors d'abord, c'était pas tant parler de mon identité, parce que parler de son identité, parce qu'on a une identité, enfin, c'est déjà un concept en soi qui est discutable et complexe. Pour raccourcir les choses, quand on parle du spectacle, que ce soit dans la presse ou dans les programmations, on raccourcit en disant oui, ça parle de l'identité, mais c'est pas tant que ça. Ce qui m'a poussée à écrire ce spectacle, c'était surtout que j'avais envie de livrer une parole qui n'était pas celle de l'adoptant. Donc ça allait dans ce qu'on peut appeler une espèce, enfin, ça suivait peut-être la tendance la volonté peut-être de ce qu'on appellerait aujourd'hui décoloniser la parole. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on ait le point de vue de l'adoptant, mais je voulais pour une fois faire entendre le point de vue de l'adopté, de l'enfant adopté, qui sortait des sentiers battus du discours des bonnes intentions, des discours de bienveillance, des discours voilà, sans jugement aucun, hein, mais c'était juste la volonté de faire entendre cette autre parole et cet autre point de vue. Oui, bah, je vous ai quand même apporté une petite photo. Donc ça c'est ma photo de classe. Oui. Et là je dis maintenant de vous montrer un truc. Et j'ai sorti au fait ma photo de classe et elle m'a dit tout de suite, mais maman t'es la seule noire. J'ai dit ouais. Ouais. Et ça a changé. Donc je me suis dit ok ça c'est pas mal. Très vite on est déjà à ce niveau-là on est assigné à. Et donc, bon, écoute, là, tu vas danser. Moi, je danse très mal. Donc, tu vas, Wanda, enfin, très vite, je comprends que ce que je redoutais, c'est-à-dire cette discrimination, je la rencontre déjà à l'école. Regarder des autres, ça fait partie inhérente de notre métier, qu'on soit acteur ou metteur en scène. Enfin, à partir du moment où dans ce métier, forcément, c'est quelque chose qui est important. Je dirais que peut-être il a quelque part un peu contribué au démarrage, je ne sais pas, il a toujours son importance aujourd'hui parce qu'il participe à la légitimité de ce qu'on fait, et même si on voudrait que non, mais il y participe, ce regard des autres. Je pense que j'ai essayé de faire ce que je pouvais au maximum pour ne pas donner à ce regard des autres le pouvoir de déterminer mon travail. Mais monsieur, il faisait quelque part parler de ça tout à l'heure, quand il disait que peut-être dans les conseils d'administration, dans les postes de direction, que ce soit au niveau politique, dans les institutions, que dans les instances d'avis, dans les subventions que l'on accorde, à qui accorde-t-on ces subventions? Qui décide d'accorder ces subventions? Donc forcément, si on n'a pas des gens qui sont concernés par la question au poste de pouvoir et au poste de décision, eh bien, ça ne suivra pas dans l'application de ces dons. Et c'est ça que ma question voulait dire en fait. C'est oui, à qui donne-t-on réellement le pouvoir de s'exprimer? On ne peut pas monter un spectacle si on ne reçoit pas de subvention, si on n'est pas reçu dans un théâtre, si on n'est pas programmé dans un théâtre. Donc cette parole ne pourra pas être entendue. Donc en fait, derrière tout ce débat, c'est la vraie question, la seule question qui vaille, c'est la question du partage du pouvoir entre la majorité et ses minorités. Et on peut le voir dans tous les champs, que ce soit dans le champ médiatique, dans le champ académique, dans le champ politique, dans le champ artistique. Au-dessus d'un certain plafond de verre, il n'y a plus que des hommes blancs. Donc c'est très compliqué de construire des politiques de diversité si effectivement on n'est pas dans une dynamique de partage de pouvoir avec ces minorités. Et Cathy vient très bien de le dire, c'est la question du partage du pouvoir. Et d'autre part, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce rapport au partage du pouvoir, c'est l'assignation à résidence à laquelle on est soumis. Tu as utilisé le mot assigné. Donc on est assigné à une résidence identitaire. On n'en sortira jamais. C'est-à-dire qu'on est effectivement les dépositaires d'une culture unique qui serait inscrite en nous depuis des générations. Moi, je suis 3e génération d'immigration, je suis né en Belgique, je suis un Européen, n'en déplaise à certains, qui a grandi à l'école européenne, qui a appris l'école des Lumières. Je ne parle pas l'arabe, je ne connais pas la musique gnawa. Je ne suis pas un spécialiste de ma culture ancestrale, que j'aurais hérité de façon innée, qui coulerait dans mes veines. Or, quand on parle de politique de diversité, c'est ça qui est parfois aussi très compliqué pour nous, c'est-à-dire pour nous, citoyens européens d'origine étrangère.
qui vivons en Europe depuis des générations et qui sommes européens. C'est-à-dire que Tchekhov, c'est autant ma culture, la mienne, et je peux peut-être prétendre pouvoir monter Tchekhov mieux que quelqu'un qui serait blanc caucasien et qui aurait le sentiment ou la certitude que cette culture est plus la sienne que la mienne. De fait, quand on nous demande, quand on fait appel à nous, quand on nous invite, quand on a du désir pour nous en tant qu'acteurs, quand on nous demande de venir jouer dans un spectacle ou de venir jouer au cinéma, ce qu'on nous demande de faire, c'est jouer l'étranger. Alors qu'on ne l'est plus depuis longtemps, en fait. Donc on nous demande d'endosser le costume de l'étranger, de jouer au primo-migrant. Le problème, c'est qu'on continue à raconter aux gens, à nous montrer aux gens dans cette posture différentielle, au lieu peut-être de nous montrer à un endroit, dans des personnages qui permettraient aux gens de s'identifier à nous, c'est-à-dire d'être dans un rapport d'identité et pas de différence. Parce que perdre mon papa ou ma maman, ça me rend aussi malheureux que n'importe quel Européen blanc caucasien. Si on ne montre pas des personnages, si on ne nous permet pas de jouer des personnages qui font identité avec le public, où le public peut venir et dire « Ah oui, merde, moi aussi, en fait, ça peut m'arriver dans la vie, ce que ce personnage vit là. » Si chaque fois qu'on nous voit représenter, c'est pour dire aux spectateurs qu'il y a un problème avec notre identité, comment voulez-vous qu'après, ça ne se traduise pas dans les urnes? La diversité, ça se passe à toutes les échelles, c'est une question qui devrait être transversale, à tous les endroits du théâtre, aussi bien à l'endroit des équipes administratives, que des distributions sur le plateau, que des choix de programmation, c'est-à-dire de dire mais quel type de texte on va monter, parce qu'on est quand même majoritairement toujours sur des textes anglo-saxons en Belgique. On produirait une culture de second niveau, qui serait une culture populaire et associative, juste bonne pour les chapiteaux, et mais qu'en fait, nous n'aurions pas notre place dans de grands lieux institutionnels. Pour moi, c'est un peu schizophrénique, parce que je travaille entre le théâtre et le hip-hop, d'avoir un milieu si peu imprégné de la diversité, et à côté un milieu tellement imprégné. Et je me pose des questions, je me dis pourquoi il y a une telle différence? Ne soyons pas contradictoires. La discrimination positive n'est qu'un outil, comme le décret dont parle Mohamed, n'est qu'un outil pour faire venir dans des espaces où il n'y a pas une représentativité des diversités culturelles, faire venir des gens qui sont minoritaires. Donc gardons-le comme outil et n'ayons pas une espèce de peur ou de pudeur par rapport à ça. Moi avant j'étais réticent par rapport à la discrimination positive parce que c'était effectivement, comme je dis, la Libye, etc. Alors on va mettre la Libye maghrébin, la Libye noire, la Libye... Bon, il y a tous ces trucs-là, mais en même temps, ça n'est qu'un levier vers cette représentativité. Donc ne crachons pas dessus. Enfin, je veux dire, à la limite, moi j'aimerais bien que du côté francophone, ce décret existe pour que ça fasse levier et qu'il y ait plus de gens de diversité qui soient représentés. Enfin, moi je travaille beaucoup dans le monde du hip-hop, qui en soi est un ghetto pour certaines personnes, donc, alors que c'est au niveau de la représentativité beaucoup plus divers que la plupart des milieux culturels. Il y a le multiculturel dans le hip-hop, c'est presque l'essence. Enfin, je veux dire, les gens se sont battus parce que, comme dit le rappeur avec qui je travaille, il disait « mais moi j'ai pas eu le choix, la seule école que j'ai eue c'est le hip-hop ». Parce que les autres écoles, il a dû se battre contre des gens qui ne l'acceptaient pas tel qu'il était, etc., pour sa différence, sa spécificité. Donc les gens ont dû conquérir cet espace, et il est tellement bien conquis qu'à la limite, c'est presque plus gênant d'être blanc dans ce monde-là. Enfin, tu vois,